je me dirige vers nos deux animatrices et ambassadrices de cet événement, donc Alexandra et Mathilde. Alors, comment ça va se dérouler à partir de maintenant, s'il vous plaît? Alors là, on va passer aux tables rondes. On a préparé 2 tables rondes qui correspondent au sujet qui intéresse donc les startups. Donc, je vais vous présenter la première table ronde qui s'intitule « Comment bien se préparer à l'export ». Et on a réuni du coup Vanessa Riberti de l'INPI, Philippe Écoute de Business France, Séverine Bouet des Douanes et Anne Barallier-Combe de ADOC pour répondre à cette question. D'accord. Anne qui sera en fait à distance, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Tout comme Vanessa. Voilà, tout comme Vanessa. Voilà, d'accord. Donc, ce premier groupe, je crois qu'il y a quand même des personnes qui sont présentes ici. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me les montrer, oui. Mathilde, s'il vous plaît? Bonjour. Voilà, le premier groupe. On va peut-être vous demander de vous présenter succinctement avant de vous donner la parole un petit peu plus abondamment. Alors, bonjour madame, comment vous appelez-vous? Bonjour, alors Géraldine Le Simple de la direction des douanes de Montpellier à la cellule conseil entreprise. D'accord. Je travaille avec ma collègue. Voilà, donc Séverine Bouet, également à la direction des douanes à Montpellier, cellule conseil aux entreprises et partenaire de la French Tech Méditerranée. Alors, je vous demanderai de parler peut-être un petit peu plus fort. Vous pouvez élever la voix. Hein, alors, on peut élever la voix. Donc, Séverine Bouet de la direction des douanes de Montpellier, cellule conseil aux entreprises et partenaire du coup de la French Tech Méditerranée. Parfait. Je vois ici vos 2 petits chevalets. Je les montre. Monsieur, bonjour. Bonjour, Philippe Écoute. Je co-anime les équipes Business France en région Occitanie. Je dis co-anime parce qu'on a des équipes intégrées avec la CCI Occitanie, les équipes internationales CCI Occitanie. Et donc, je vous parlerai au nom de ces 2 organisations. Voilà. Très bien, c'est très clair. Et vous, madame, bonjour. Bonjour, Victoria Rivière, conseillère internationale Tech et Services. J'accompagne les PME et startups à Montpellier, Toulouse et dans la région Occitanie. D'accord, très bien. Donc, Mathilde, peut-être. Donc, c'est vous qui allez commencer à animer cette table ronde. OK. Voilà. Donc, je vous laisse commencer. J'interviendrai à la limite de temps en temps pour poser des questions. OK. Et je vous laisse lancer les festivités, on va dire. Est-ce que peut-être on pourrait donner la parole à Vanessa et à Anne? Ah oui, absolument. Alors, on va voir si elles sont connectées. On va demander à la régie de Cognac G. On appelle Anne. Voilà. Elle est connectée. Elle est connectée. Donc, elle nous voit. Coucou, Anne. On peut lui dire coucou, normalement. Et on va vérifier. Voilà. Alors, on a aujourd'hui une solution que, évidemment, Théoula, qui est une des startups qui est hébergée ici chez Nouveau Sud, a développé suite à la pandémie, au confinement, pour pouvoir faire des événements hybrides, en fait, de faire un plateau télé avec des simples smartphones, donc un équipement très basique, très simple qu'on trouve dans le commerce, assez accessible, pour pouvoir organiser une vraie émission télé, un vrai show, quoi. Voilà, avec peu de moyens et que ça soit efficace et que les gens puissent participer ici en physique, mais aussi à l'extérieur, à distance, sur le même réseau. C'est un petit peu une visioconférence 2.4.0 ou 10.0, je ne sais plus ce qu'il peut dire, mais en tout cas, c'est un peu dans la mouvance d'aujourd'hui de se dire qu'on est à distance et qu'on peut quand même participer à des événements physiques. Voilà. Alors, je crois qu'on a Anne qui est en ligne et on va la voir sans doute sur l'écran qui se trouve ici, ou pas. Et voilà, pour animer la première comment dire, table ronde. Alors, Anne, j'ai l'impression de vous entendre. Comment? Moi, je vous entends bien. Alors, elle nous entend bien. Voilà. On va juste finir le paramétrage pour pouvoir vous voir. Anne, donc vous êtes où? Vous êtes à... Ah. Alors, il y a un écho. C'est votre apparition, Anne. Oui, c'est ça. Mais je pense que Charlie, alors, on va couper le son de mon micro. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Mais je ne vous entends plus. Alors, je vais faire comme si vous m'entendiez. Oui, voilà, on coupe le micro, vous pouvez parler, Anne. Voilà, donc merci à tous. Je pense qu'il faut que vous coupiez vos micros sales. Voilà.
Voilà. Donc, bah, écoutez, désolée de ne pas pouvoir être avec vous, mais voilà, on navigue beaucoup sur les routes et par les périodes qui courent, voilà, nos précautions sont de rester au bureau. Mais grâce à Théoula, ça ne m'empêche pas d'être activement avec vous aujourd'hui. J'aurais souhaité être dans mon fief d'origine, donc le Biterrois, mais je ne peux pas être avec vous. Donc moi, pour ma part, je représente ici ADOC au titre de la Team France Export Occitanie, puisque nous œuvrons aux côtés de la région Occitanie, Business France, CCI et BPI dans cette Team France Export Occitanie. Et j'aurai le plaisir tout à l'heure de vous présenter les outils et les services qu'ADOC met à disposition dans cette Team France Export Occitanie au bénéfice des entreprises de la région et particulièrement sur la partie French Tech Med où on essaiera de vous faire un focus plus pour ces entreprises qui sont plus tournées sur la partie innovation. Voilà, je vous rends l'antenne. Anne, oui. Alors, merci beaucoup, Anne, pour cette intervention. Et on va pouvoir commencer la table ronde. Est-ce que je vous demanderais, Anne, vous avez un petit chat sur le système Théoula Show, sur lequel vous pourrez nous envoyer des petits messages pour intervenir. Est-ce que ça vous va? Parfait. OK. Alors, Mathilde, on vous écoute. Donc, merci pour votre présentation. Voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir comment vous accompagnez les entreprises pour partir à l'international. Donc, on a préparé un petit peu cette table ronde. J'ai un petit peu dégrossi avec nous voilà, quels étaient les axes d'accompagnement pour ces startups. Donc, voilà, je vous demanderai de nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Quand une entreprise veut partir à l'international, comment est-ce que vous l'accompagnez? Alors, les dames d'abord ou les experts Allez, vous vous lancez? Oui, je vais me lancer. Alors, notre job à nous, en fait, c'est d'aider les entreprises françaises dans leur phase de développement commercial à l'export. Et le terme important, c'est commercial. Donc, on est 18 en Occitanie, 18 conseillers internationaux, dont Victoria à mes côtés. Et puis, à l'autre bout de la planète, on est un petit peu plus de 800 conseillers de notre organisation. On est tous sectorialisés, on est présent dans 70 pays environ. Et notre job, en fait, c'est offrir à des TPE, PME, pour l'essentiel, primo-exportateurs, plutôt exportateurs un petit peu plus confirmés, des solutions commerciales face aux besoins qu'ils rencontrent à l'international. Alors, ces solutions, en fait, elles sont de 3 natures. On a 3 grands verticaux. De l'information et du conseil. Classiquement, pas plus tard qu'hier, il y a une boîte qui nous a appelé en nous disant « J'ai été contacté par un opérateur chinois. Est-ce que c'est quelqu'un qui est solvable, qui a de la renommée, qui est de réputation? Est-ce que je peux commencer mon business avec lui de manière sereine ?» Donc ça, c'est le parti information-conseil. On a un second volet dont on parlera davantage aujourd'hui, c'est l'objet de l'entretien, un bloc de préparation des entreprises à l'international. Et là, on a des solutions comme le diagnostic export, comme la priorisation marché, comme des formations sur les techniques de l'international, comme du coaching, comme du mentoring. Et après, le troisième bloc, qui est ce qu'on appelle la prospection commerciale, des services à la prospection commerciale, c'est-à-dire aider des TPE-PME à trouver à l'étranger son ou ses futurs clients ou partenaires commerciaux. Donc, on nous connaît beaucoup, en fait, sous l'angle des pavillons France. On organise environ 150 pavillons France à l'étranger sur des grands salons internationaux, notamment avec la French Tech sur le Web Summit, sur le Slush ou sur le CES, par exemple. On organise aussi beaucoup de ce qu'on appelle de missions B2B. Donc, c'est à peu près 400 opérations B2B dans différents pays, sur différents secteurs. Donc là, par exemple, on est en train de recruter, de commencer notre opération, de recruter une opération sur l'Algérie et sur la Tunisie sur les éditeurs de logiciels. Donc, on amène des délégations françaises dans ces pays-là. Et on a lancé pas plus tard qu'hier aussi une opération auprès de la chaîne H&M qui recherche en fait des fournisseurs français pour tout ce qui est AdTech, Retail Tech, et puis même aussi pour des solutions d'IoT pour l'univers, par exemple, de la logistique. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer notre activité. Aussi, on a des activités de plus ce qu'on appelle de mission de prospection individuelle. C'est quelque chose qu'on connaît moins, mais à peu près la moitié des entreprises que l'on sert, classiquement, sur ces missions de prospection, c'est sur des formats individuels. Donc, c'est des missions de prospection individuelle pour les boîtes à l'étranger. Voilà, j'en finis là pour cette première présentation très succincte. Très bien. Ce qu'on comprend bien, c'est que en fait, vous disposez d'un maillage assez important au niveau international dans beaucoup de pays qui permet d'avoir un retour assez pertinent finalement sur tous les engagements qu'on peut avoir quand on se lance
à l'export. Ouais, vous avez tout à fait raison. En fait, ce qui fait notre singularité, j'ai envie de dire, c'est trois choses. D'une part, et je l'ai dit, mais je le répète, notre prisme sectoriel, que ce soit en France ou à l'étranger, on a des conseillers internationaux comme Victoria qui, elle, est spécialisée dans le numérique. C'est important pour nous parce que le modèle économique d'une boîte du tech, ce n'est pas le modèle économique d'une boîte, par exemple, producteur de vin, hein, pour parler de Viterrois. Ce n'est pas les mêmes circuits de distribution, ce n'est pas les mêmes marchés, ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas la même approche. Donc, pour nous, ce prisme-là est important. Le second singularité, vous l'avez dit, c'est qu'on est présent à la fois en France et à la fois à l'étranger. C'est clair. C'est-à-dire que quand il faut aller prospecter pour des boîtes à l'étranger, ben, rien de plus que d'être sur place. Et en fait, la troisième singularité qui est la nôtre et que l'on met vraiment en avant, c'est que tous les services que l'on propose, à la fois sur l'information marché, sur la préparation, sur la prospection, en fait, c'est des solutions que l'on produit en interne, en propre. Voilà, c'est notre grande singularité. Très bien. Mathilde, une transition peut-être chez nos amis aussi de l'étranger, en fait, puisque vous êtes en fait plutôt à l'entrée, c'est bien ça, hein, de tout ce qui rentre en France finalement, ou ce qui sort aussi est important? Les douanes, c'est quoi Les deux. Les deux, d'accord. C'est un peu comme des passagers, quoi. On a forcément quelque chose à déclarer ou pas? Voilà. Alors, je vous écoute. Alors, donc nous, toutes les deux, on est donc à la direction régionale des douanes à Montpellier. Donc, il faut savoir que le même service existe également en Occitanie, donc à la direction de Perpignan, à la direction de Toulouse. On a nos homologues dans chaque direction et chaque direction, en fait, gère plusieurs départements. Donc, nous, à Montpellier, nous gérons les entreprises qui sont basées dans l'Hérault, dans le Gard et en Lozère. Voilà, c'est les trois départements que nous couvrons. Et donc, la cellule conseil aux entreprises que nous représentons, accompagnons les entreprises donc, qui ont des projets import ou export. Donc, nous, quand on parle d'import ou export, on entend en dehors de l'Union européenne, donc y compris la Suisse et les DOM-TOM. Donc, on ne parle pas de l'Europe, hein, puisque l'Europe, pour nous, en douane, c'est un seul et même territoire. Donc, on passe les frontières de l'Europe. Donc, dès qu'on est contacté par une entreprise donc, qui a des velléités pour se développer à l'international, que ce soit dans un projet d'import ou dans un projet d'export, on lui apporte les conseils de sécurisation des process douaniers pour éviter des problèmes, puisque souvent, il y a des problèmes par manque d'anticipation et par manque de préparation. Donc, on est évidemment en contact avec la Team France Export et on a également des attachés douaniers qui sont présents dans certains pays, donc pas tous les pays. On ne couvre pas le même réseau que les conseillers de BPI France, mais on a quand même beaucoup de pays qui sont représentés par des attachés douaniers sur place et qui permettent aussi d'avoir des conseils quand les entreprises veulent se lancer vers un pays, par exemple les États-Unis. Eh ben, on prend la tâche de notre attaché douanier, c'est le cas de le dire, à Washington, qui va leur apporter des réponses pour pénétrer le marché américain de la meilleure façon possible. Alors, je voudrais revenir juste un instant sur ce que vous avez dit par rapport à la communauté européenne. Oui. Donc, il n'y a pas de différence, vous avez dit. Il y a des formalités. Est-ce qu'il y a des exceptions, justement? Parce qu'on a senti que, bon, ces dernières années, ces derniers mois, l'Europe, il n'y a plus tellement une grande unité. Est-ce qu'il n'y a pas des petites divergences, des petites anecdotes que vous pourriez nous raconter par rapport à des pays européens? Il y a forcément des différences, mais si vous voulez, nous, au niveau de l'Union européenne, douanièrement parlant, on parle d'une même voix. Donc, on ne peut pas, alors même s'il y a des discussions qui se passent au niveau de la Commission européenne entre les pays européens, c'est normal, il y a des positions qui se défendent par rapport entre nous, mais on ne peut pas, si vous voulez, au niveau des formalités, il n'y a pas de distinction de pays à part la Suisse qui est donc un pays tiers, mais sinon au niveau de l'Europe, voilà. Donc là il y a eu le Royaume-Uni qui a quitté l'Europe au 1er janvier, donc cette année ça a mobilisé beaucoup d'énergie au niveau de l'administration des douanes et d'autres administrations, notamment à la frontière qui a été rétablie sur la façade maritime Nord-Pas-de-Calais. Mais voilà, donc il y a eu des impacts et nous l'objectif c'est de préparer les entreprises justement à ces changements-là. Quand il y a des changements qui se passent au niveau de l'Europe. Mais on va dire, voilà, sur les formalités, on parle du principe que c'est la libre circulation des marchandises, sauf certaines marchandises comme le vin, où il y a des petits documents spécifiques à remplir, mais sinon, on parle d'une même voie. Le moyen le plus facile, en fait, si on doit vous contacter, je suppose que vous avez aussi quelques rendez-vous
Les Oui. entreprises pourront prendre déjà Tout à dès fait, aujourd'hui tout à fait. avec cet événement. Oui. Mais le moyen le plus simple, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les douanes? Ah oui, Voilà, nos tout coordonnées. simplement. Alors voilà, donc c'est vrai que la mission économique de la douane, elle est un petit peu méconnue. Donc bon, nous on travaille ensemble depuis plusieurs années et avec nos partenaires maintenant, on est présent sur beaucoup de manifestations, donc notamment avec la Team France Export. Du coup, la partie douane, mission économique, accompagnement des entreprises est un petit peu plus valorisée. Donc, ce qui fait que maintenant, on a beaucoup d'appels ou vers l'intermédiaire des chambres de commerce qui donnent nos coordonnées également. Donc, on arrive quand même à toucher pas mal de partenaires. Et du fait qu'on se déplace également dans les entreprises, on arrive aussi avec le bouche à oreille à avoir de plus en plus de contacts, notamment avec les startups, avec les incubateurs. On fait pas mal de manifestations. Cette année, on a fait 4 manifestations dans les incubateurs de l'Hérault. Donc, on a eu quand même pas mal de retours des startups. Et du coup, le bouche à oreille fonctionne bien aussi. Maintenant, la mission économique, je pense, est facilement identifiable et les opérateurs savent qu'ils peuvent se retourner vers nous facilement. Très bien. D'où l'importance de régulièrement organiser des événements. Tout à fait. Il y ait des rencontres, des échanges pour qu'on puisse déjà savoir que vous existez et puis pouvoir. Et le fait d'être présent aussi sur le calendrier de prise de rendez-vous en ligne qui était présenté tout à l'heure, c'est vrai que ça fera aussi un contact supplémentaire pour avoir aussi ce relationnel avec les startups. Alors, sachant qu'on précise que la douane accompagne les startups qui ont un produit. Oui. C'est-à-dire, nous, on n'est pas dans le digital. Oui. Voilà. C'est matériel. C'est du matériel. Voilà. Donc, on a beaucoup. Il y a beaucoup de startups dans la région qui ont des très belles idées, qui ont de très beaux produits. Donc, nous, il nous faut un support matériel. Voilà. C'est juste cette précision qu'on veut apporter. Très bien. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Et je crois qu'on va passer la parole à Mathilde qui va nous présenter peut-être. On a un intervenant en ligne là, en duplex. On va peut-être laisser. D'ailleurs. Alors, Vanessa, elle est en duplex de Marseille. Ah, voilà. Qui va se présenter et du coup présenter l'INPI. D'accord. Alors. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, vous m'entendez? Bon, super. Alors, bonjour à tous. Effectivement, j'ai pas pu me déplacer aujourd'hui, mais je suis ravie d'être là en visio. Alors, je suis basée à Marseille parce que il y a quelques implantations de l'INPI en France, à Toulouse et à Marseille. Avant Montpellier, il y avait un bureau, mais bon, nous avons fermé. Donc, je suis votre interlocutrice préférée. Je suis chargée d'affaires en propriété industrielle et en fait, nous sommes 68 chargés d'affaires répartis sur toute la France. L'INPI, c'est un EPA, donc c'est un établissement public administratif. C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Le siège est basé à Courbevoie. Et nos missions sont diverses et variées, surtout vous accueillir et vous accompagner dans la recherche de la protection de vos innovations, vous sensibiliser et vous former à la propriété industrielle et intellectuelle au sens large. Notre mission première, c'est quand même de délivrer des titres de propriété industrielle, donc des marques, des brevets et des dessins modèles. Et puis, nous contribuons activement à la lutte contre la contrefaçon. Donc, je crois que j'avais des slides à passer, mais je ne sais pas si je les vois. Je ne pense pas. Alors, attendez. Présentation, si je clique dessus, ça ne marche pas. Bon, je pense que je vais… Ah si, voilà, pardon. Voilà, donc ce que je vous disais, l'INPI, c'est ça. Je pense que certains d'entre vous connaissent bien. Voilà, donc nous sommes présents en France sur le territoire et puis à l'étranger, en ambassade de France, dans plusieurs pays qui, en fait, ce sont des délégués internationaux qui vont être responsables d'une zone. Donc, par exemple, la personne qui est à Rabat s'occupe du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie et peut vous donner beaucoup d'informations sur comment protéger ces innovations sur ces territoires-là. Donc, en fait, il est primordial de se rapprocher de ses conseillers quand on souhaite attaquer un marché. Donc, les coordonnées de ces délégués internationaux, vous les avez sur le site de l'INPI, mais aussi vous pouvez vous rapprocher de moi pour que je vous donne leurs coordonnées. Et surtout, il existe des fiches propriété intellectuelle pour chaque zone
Et donc, vous avez des recommandations sur comment déposer sa marque, combien ça coûte, quel est le niveau de contrefaçon, par exemple, pour certains produits. Voilà, donc ces gens-là, ils sont en lien avec les douanes, avec la CCI internationale, avec beaucoup d'organismes qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, il faut vraiment pas hésiter à les solliciter, puisque nous sommes sur le thème de l'international. Donc là, j'insiste fortement là-dessus. Et puis, sur le territoire, nous proposons un accompagnement donc qui est assez large. Ça va du contact, donc soit lors d'un rendez-vous, par exemple comme aujourd'hui, ou carrément en direct avec moi si vous me sollicitez. Ça peut être un rendez-vous dans votre entreprise. Ça peut être, on peut faire intervenir des experts, donc des consultants, des conseillers en propriété industrielle, des avocats, pour réaliser les prestations qui suivent. Donc, par exemple, le pré-diagnostic, c'est un mini-audit sur comment protéger quoi, quelles sont vos activités, quels sont vos projets, est-ce qu'il y a potentiellement un brevet à déposer, une marque, etc. Donc ça, c'est gratuit pour l'entreprise et ça peut être réalisé soit par nous, soit par quelqu'un d'autre, donc un expert externe. Il y a ensuite le passe-pays, c'est du financement pour mettre en œuvre certaines recommandations, donc notamment l'international. Si vous souhaitez étendre vos marques à l'étranger ou votre brevet ou votre dessin modèle, eh bien, on peut financer jusqu'à 50% de ces prestations-là, avec un budget max de 6 000 €, mais ça, on rentrera dans le détail après lors d'un rendez-vous. Et puis, la masterclass, c'est de la formation sur la stratégie. Donc, quand vous avez une entreprise qui est déjà bien développée et que vous voulez être meilleur sur les thèmes de la propriété industrielle et intellectuelle, eh bien, il faut vous faire former en interne ainsi que vos collaborateurs. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, donc la présentation est assez longue, mais je crois que vous avez quelques petites questions à me poser. Et Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, peut-être? Mathilde. Oui, Vanessa, pourquoi est-ce que c'est important de faire appel à l'INPI quand on veut partir à l'export? Et comment tu accompagnes les entreprises pour partir à l'export? C'est important de se protéger quand on va à l'international. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'en fait, déjà, premièrement, il faut utiliser les bases de données très tôt dans le processus de création. Vous devez absolument vérifier que votre marque est disponible sur les territoires que vous allez attaquer. Vous devez vérifier que vous n'êtes pas contrefacteur d'une techno qui est déjà brevetée, donc faire une liberté d'exploitation pour voir si c'est libre. Et puis, pareil en matière de dessin modèle. Voilà, donc les bases de données, c'est data.inpi.fr. C'est très important, c'est la première base à consulter. Ensuite, il y a des bases internationales, mais il faut absolument vérifier que c'est libre. Ensuite, il faut formaliser et dater ses créations. Donc, il faut déposer des enveloppes solo au début du projet. Préserver la confidentialité, c'est par le contrat. Et puis ensuite, il faut déposer ces titres de pays, de propriété industrielle, d'abord en France et ensuite en étang. Donc, pour répondre à ta question, tout ça intervient avant le je vais à l'international. Et quand on sait quel marché on va attaquer, on étend ces titres de propriété industrielle. Donc, on va étendre sa marque, son brevet et son dessin à modèle pour pouvoir être bien protégé sur ce marché-là. Et puis, donc, ça nécessite d'anticiper, de prévoir un budget et d'attendre un certain moment parce que c'est pas automatique, c'est pas quand on dépose, on a le titre de propriété industrielle. Hein, c'est vraiment, il faut attendre plusieurs mois avant de l'obtenir. Donc, beaucoup d'anticipation. Et puis ensuite, après, il faut maintenir ces titres en vigueur. Donc, il faut payer les taxes, il faut valoriser ces titres et il faut surveiller et défendre. Là, les douanes peuvent intervenir aussi. Et puis, soit on les renouvelle, soit on les abandonne en fonction de la stratégie. Mais voilà, c'est tout au long de la vie de l'entreprise, il faudra avoir cette réflexion propriété industrielle. Alors, comment je vous accompagne? Alors, nous avons mis en place un programme Startup qui permet d'avoir des rendez-vous individualisés, donc avec un chargé d'affaires. Vous avez des rendez-vous, par exemple, tous les 6 mois et nous allons éditer des plans d'action. Donc, c'est une fiche avec des recommandations. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret et vous savez ce que vous devez faire dans les prochains mois pour pouvoir être bien protégé. Et
suite à tous ces rendez-vous, il y aura un outil empreinte pays qu'on a développé en interne, qui est un indicateur de performance et qui vous permet de dire aussi à vos partenaires ou par exemple, si vous demandez un financement ou si vous levez des fonds, bah, je suis performant, j'ai déjà obtenu une marque, j'ai déposé des enveloppes solo, je suis en train de déposer mon brevet. Donc tout ça, c'est un gage de garantie pour vos futurs partenaires. Et puis, on a un numéro dédié aux startups, mais bon, il vaut quand même mieux, je pense, me contacter pour pouvoir avoir des réponses rapides. Voilà. On reprend le micro. Merci Très Vanessa. bien. Merci beaucoup, Vanessa. Quelque chose à rajouter, Mathilde? Merci pour ta présentation et du coup, on peut aussi prendre contact avec toi sur la plateforme French Tech Central puisque tu as des permanences 2 fois par mois sur le site. J'ai oublié de dire, donc je suis absolument disponible tous les 15 jours, en visio pour l'instant. Sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous et ce sera moi ou mes collègues si je ne suis pas disponible, mais n'hésitez pas. Merci. Voilà, on revient sur cette table ronde. Je crois que tout le monde s'est présenté. Alors, On va peut-être passer la parole à Anne Baraillé-Comte oui, de oui, ADOC. absolument. Donc, on va reprendre le direct avec Anne en direct en duplex là, de Cognac G. Anne, vous êtes là? Je suis toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. On vous remet un petit micro là. Voilà, on vous écoute, Anne. Voilà, je vais essayer de faire simple. Nous, au niveau de l'agence ADOC, la façon dont on a accompagné les startups, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on est agence de développement économique de la région Occitanie, donc nos préoccupations vont aller sur un certain nombre de secteurs et de filières que la région a défini comme prioritaires dans son schéma de développement économique et bien évidemment tout l'écosystème autour de la French Tech Med, donc à savoir ces entreprises qui sont caractérisées quand même par une dimension innovation forte et qui s'adressent à beaucoup de secteurs au final dans leur marché d'application, font partie de ces priorités. Alors au niveau d'ADOC, on participe régulièrement aux travaux qui visent un petit peu à optimiser l'ensemble de nos actions et de nos efforts au service des entreprises du territoire. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie dans le contexte de cette Team France Export Occitanie et nos collègues des douanes l'ont cité, l'INPI l'a cité, voilà, ça fait partie de l'ensemble du dispositif dont les entreprises peuvent bénéficier pour tout leur parcours export. Ce qu'on va s'attacher à faire pour les entreprises de ce périmètre innovant, enfin j'appelle ça du périmètre innovant, mais c'est pour peut-être que l'auditoire se situe un petit peu mieux dans notre action. Juste rappeler qu'ADOC, il y a des collègues experts en matière d'innovation, en matière de croissance, en matière de financement. Pour ma part, je représente vraiment la direction qui est chargée d'accompagner les entreprises dans leur développement de marché. Et quand je dis de marché, bien évidemment, 80% de notre activité concerne le déploiement à l'international. Donc ces outils qui viennent en complément de tout ce qui vous a été décrit, déjà on fait en sorte qu'ils s'inscrivent dans les stratégies régionales en matière d'innovation, en matière de développement. Donc on a des outils très pratico-pratiques chez ADOC qui vont voilà, d'accès à des bases de données, à des informations, à des conseils pratiques que vous allez retrouver pour partie sur le site de la Team France Export Occitanie, pour partie sur le site ADOC, puisqu'il y a une plateforme de données. Ces deux outils n'ont pas encore été fusionnés et mutualisés, mais ce sont autant de documents ressources qui peuvent servir à toutes les entreprises, que ce soit des primos, que ce soit des entreprises un petit peu plus expérimentées, sur des fiches pratiques telles que comment préparer son salon ou sur comment calculer son prix export. Alors parfois ça s'applique un petit peu moins au secteur des technos, mais pour un certain nombre d'entreprises, ça peut être utile de faire un petit peu ces simulations. Ça vient voilà, en complément, il y a des études de marché également qui sont disponibles. En termes d'outils également, qui sont à disposition chez ADOC pour toute cette partie peut-être que je qualifie plus d'information, mais bien évidemment, il y a tout un programme de réunions d'information pays qui se décline et sur lequel vous avez toute l'actualité en ligne, que ce soit sur les sites ADOC, sur les
site de la Team France Export Occitanie. Il y a les outils de financement de la région, alors même s'ils sont en passe d'être revisités dans le nouveau schéma régional de développement économique, mais là aussi les équipes ad hoc sont là pour essayer de vous guider. Alors le service instructeur reste la région et il est piloté par Sophie Doumen, ma collègue du service export de la région. Mais voilà, vous avez les passes export, vous avez les contrats export qui sont des outils financiers qui peuvent financer jusqu'à 50% de vos plans de développement, de développement export. Puis on a un petit outil en ligne qui s'appelle le test export. C'est peut-être plus pour se poser pendant une vingtaine de minutes sur votre situation export et de mesurer de manière un peu un autotest votre potentiel, votre maturité et puis votre volonté, parce que ça, ce sont vraiment les 3 critères déterminants avant de lancer un projet ou un développement export. Je pense qu'il faut déjà peut-être poser les fondamentaux de l'entreprise et mesurer un petit peu cette situation. Donc le test export, c'est quelque chose qui, en totale autonomie, vous permet déjà de situer tout ça. En termes d'outils, vous citez aussi les maisons de la région à l'international. Ces outils, ils sont parfois encore méconnus, mais sachez qu'il y a 3 maisons à l'étranger. Londres, non, alors Londres, c'est le bureau et je vous expliquerai pourquoi après. Donc Londres, bureau de la région Occitanie à l'étranger. Puis on a Casa, New York et Shanghai qui là sont des maisons de la région et 2 représentations de la région Occitanie, une à Hambourg et une à Tokyo. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Concrètement, je vais m'attarder essentiellement sur les 3 maisons, Shanghai, Casa et New York, pour vous éclairer et insister sur le fait que ces outils, ils vous permettent d'être un petit peu des bases avancées de vos entreprises dans une première approche ou dans une approche un peu plus pérenne. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a déjà des collègues qui nous aident à monter nos opérations sur place, donc c'est quand même assez important. Voilà, on est en train de finaliser avec Camille Travier, mon collaborateur en charge de m'accompagner sur le montage de toutes ces opérations qui concernent la plupart des entreprises auxquelles on est en train de parler aujourd'hui. Mais typiquement, la maison de New York nous aide au quotidien sur le montage de ces opérations et notamment le CES pour aller préparer l'éveil de chaque entreprise, essayer de faciliter un certain nombre de mises en relation. Nous aide aussi à nous tenir largement informés de ce qui se passe et quelles vont être nos contraintes de déplacement, puisque voilà, vous connaissez comme moi le contexte sanitaire, donc c'est très précieux, mais très concrètement pour les entreprises, ça veut dire que demain, vous voulez utiliser les locaux de la maison de New York, de Shanghai ou de Casablanca, c'est des locaux qui, pendant une année, vous sont mis gratuitement à disposition, que ce soit pour des périodes un petit peu longues, parce que vous voulez implanter un VIE, vous voulez que vous-même ou votre responsable commercial export valide un petit peu l'approche du marché ou autre, on vous met à disposition des bureaux. Donc, ça permet de ne pas être isolé, ça permet de bénéficier de l'appui ZOT, puis ça surtout permet d'économiser un an de loyer dans un certain nombre de villes que j'ai citées qui sont relativement chères. C'est aussi des locaux qui sont mis à disposition pour des réunions. Vous voulez réunir vos distributeurs, vos correspondants sur place, leur présenter un petit peu des nouveautés techniques, commerciales ou autres, entretenir ce réseau-là. Vous avez ces salles qui sont mises à disposition, de même que des showrooms. Certaines entreprises les ont déjà utilisées pour faire des lancements de produits auprès de la presse, voilà, auprès d'un certain nombre de communautés de prescripteurs. Donc ça, j'insiste parce que ces infrastructures, rares sont les régions qui en disposent et qui en mettent comme ça à disposition des entreprises. Et puis, je conclurai sans aller trop dans le détail sur le programme très opérationnel qu'on déploie chez ADOC. Donc là, je vous en ai cité un, hein, on est en pleine finalisation du CES. Donc là, on rejoint la dynamique française, mais on pilote à l'échelle de l'Occitanie une action de préparation, d'exposition, de mise en relation et de promotion spécifique
bénéfique pour les entreprises d'Occitanie. Donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est à la tâche, que Camille anime avec un certain nombre d'experts à ses côtés des ateliers de coaching et de préparation, le go-to-market plan, la storytelling, voilà, autant d'étapes de coaching qui viennent bien évidemment en complément des étapes de coaching qui sont aussi proposées par le national et par Business France. C'est là où on joue cette complémentarité avec la Team France Export Occitanie, voilà, pour être très complémentaire dans notre approche. Et donc là, très concrètement, l'idée, c'est que chaque entreprise arrive sur ses opérations le mieux armée possible, le mieux préparée possible, avec le meilleur retour sur investissement sur ces opérations. Et puis, alors il y en a d'autres, hein, il y a le Mobile World Congress, il y a Natexpo, il y a Polytech, il y a Synergie, il y a Vivatech. Je vous les cite parce que vous êtes tous dans des marchés d'application très différents. Si votre dénominateur commun, c'est la French Tech Med et l'innovation, vos marchés, ils peuvent être la santé, ils peuvent être l'agriculture, ils peuvent être le numérique au sens puriste du terme. Donc voilà, toutes ces actions, elles existent chez Haddock en termes de salon, mais aussi en termes de mission. Et je vais citer un exemple, puisqu'on y est vraiment en plein dedans avec la French Tech Med, avec qui nous montons une mission en Allemagne pour la fin avril 2022. Donc, on a travaillé et on continue à bosser main dans la main avec la French Tech Med, toujours dans cette idée de complémentarité des expertises. Donc, la French Tech Med nous a drafté un petit peu ce qu'elle attendait, ce qu'elle voulait. On lui a mis à notre disposition, à leur disposition, notre expertise, notre façon de conduire les missions, de choisir les prestataires qui vont nous accompagner pour monter des programmes de rendez-vous, de 5 rendez-vous par entreprise, animer notre écosystème de Hambourg. Je vous ai dit que la région avait une personne ressource basée à Hambourg qui va beaucoup nous aider pour activer tout cet écosystème au niveau de Hambourg et de Francfort aussi. Voilà, donc très concrètement, ça veut dire que pendant les mois à venir, on va préparer ces 10 entreprises qu'on a sélectionnées avec l'équipe de la French Tech Med pour ensuite réaliser sur place cette mission B2B et cette activation de l'écosystème. Ce sont des choses qu'on décline dans d'autres pays, comme au Maroc, comme dans les pays scandinaves, comme aux États-Unis, parfois très ciblés sur un marché d'application, parfois très transversal en matière de tech et d'innovation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment courte, claire et précise. J'espère que oui. Allô? Voilà. Pardon, Anne. Je disais que vous avez été tellement claire et précise qu'il y a des questions. Voilà. Alors, la première question. Oui, bonjour. Emmanuel. Bonjour Claire, donc Emmanuel de l'Ifremer. Donc je vous ai écouté sur les maisons de l'Occitanie qu'il y a à l'étranger, notamment sur celle de Casa. Moi, je suis sur un jumelage franco-marocain pour le développement de l'aquaculture au Maroc. Et la question que je me posais, c'est est-ce que cette maison de l'Occitanie à Casa peut aussi servir de point d'entrée pour animer pour animer ce jumelage ou pour co-animer ce jumelage. Et notamment, l'idée, nous, c'est de faire venir les acteurs de l'agriculture marocaine en France pour voir un peu notre tissu économique et développer des liens avec nos entreprises qui, à terme, j'imagine, pourront servir le développement des entreprises aquacoles françaises. Primaire, c'est ça, hein? Oui. Faites-moi des signes, je vous entends plus. Okay. Alors, ma réponse est oui. Et justement, voilà, merci beaucoup. Donc, on travaille bien évidemment, surtout que l'aquaculture, on l'a déjà abordé, notamment avec toutes les entreprises du réseau Aquavalais avec qui on travaille, puisqu'elles adressent effectivement les acteurs de l'aquaculture au Maroc, où il y a un vrai gros et beau sujet. Donc oui, moi, je vous invite à ce que justement on puisse dialoguer là-dessus, parce que ça fait partie du job de la maison d'animer
l'écosystème marocain de décideurs, de facilitateurs ou de réseaux. On a construit un réseau assez important dans l'environnement au niveau de l'eau et de l'énergie. On est en train d'en construire un, notamment avec la Chambre française de commerce au Maroc sur la partie santé, avec notamment le Club Santé et les CCEF que je n'ai pas cités, mais qui font aussi partie du dispositif d'accompagnement. Et c'est un sujet, bon, on y reviendra. Mais ma réponse est oui. Donc, ce que je vous propose, on ne va peut-être pas développer ici, mais avec grand plaisir pour voir comment on peut déjà mettre à profit les initiatives qu'on a pu avoir ou les premiers contacts qu'on a pu avoir en matière d'aquaculture, comprendre un petit peu vos attentes et vos besoins et jouer ce rôle de facilitateur, parce que c'est concrètement le rôle qu'on donne notamment à nos collègues des maisons. Et à noter également que la région a 3 accords de coopération au Maroc avec 3 régions, Fès-Meknès, Casastat et l'oriental, et qu'on fait aussi jouer, même si c'est annexe, mais ces relations plus institutionnelles qui sont fortes au Maroc. C'est vrai que ce réseau institutionnel a quand même encore un gros pouvoir de décision en matière de business direct ou indirect. Et sur le sujet dont vous venez de parler, avec grand plaisir pour poursuivre et voir comment on peut être de manière beaucoup plus opérationnelle à vos côtés pour atteindre vos objectifs de mise en relation et de facilitation de collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Anne. Alors, d'autres questions? Non. OK. Je reviens chez Mathilde. Alors, Mathilde. Alors, moi, je me posais la question, pourquoi faire appel à Business France quand on veut partir à l'export? Et est-ce que vous pourriez peut-être illustrer ces propos avec des écueils à éviter que certaines entreprises ont pu vivre? Du coup, je vais peut-être rebondir sur ce que Vanessa indiquait. Je vais m'approprier sa terminologie, c'est anticiper. Je ne vais pas inventer l'eau chaude, mais à l'export comme ailleurs, anticiper, c'est mieux que réagir. Et justement, les propos de Vanessa me faisaient penser à une entreprise que l'on accompagne, que l'on suit depuis un petit mois, qui est une boîte en dispositifs médicaux sur Toulouse, sur une vingtaine de salariés, ils doivent faire 3-4 millions de chiffre d'affaires. Ils sont venus nous voir parce qu'ils avaient un problème sur le Japon. Ils avaient depuis 10-15 ans un importateur japonais qu'ils avaient rencontré en faisant un salon en France. Ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention parce qu'à ce moment-là, ils étaient en pleine création. Ils se sont dit, ça fait bien sur la carte de visite d'avoir une distribution sur le Japon parce que c'est un gros marché. Ils ne se sont pas prémunis de plein de choses. Ils arrivent avec nous en nous disant, aujourd'hui, notre business au Japon ne fonctionne pas. Et donc, on veut changer de distributeur. Et changer de distributeur, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs contraintes. Déjà, il y a une contrainte de marque parce que cette boîte française n'avait pas pris la précaution de déposer sa marque sur le marché japonais. Et c'est l'importateur japonais qui l'a déposé pour elle. Donc, demain, si l'entreprise veut réutiliser sa marque avec un autre importateur, c'est plus possible. Donc, c'est négocié par un petit chèque en disant à l'importateur historique, merci Takada-san d'avoir bien pris le soin de déposer ma marque sur le Japon. Donc, première chose. Seconde chose, on s'est rendu compte qu'en plus, au niveau légal, le contrat n'était pas bien verrouillé. Et le droit japonais, en fait, protège davantage l'importateur que l'exportateur. Donc là aussi, ça se négocie avec un petit chèque pour reprendre l'historique que l'importateur a fait en termes de distribution. Et enfin, il y avait un sujet aussi réglementaire, puisqu'on s'est rendu compte aussi en travaillant que cette boîte, elle vend des dispositifs médicaux, mais elle vend aussi des consommables. Et ces consommables, il y a une réglementation derrière. Et le travail, alors on ne sait pas si c'est plus la boîte française ou l'importateur qui a mal fait son boulot, mais en tout cas, ce consommable est dans la liste un peu critique des douanes japonaises et fait l'objet d'un screening à chaque importation. Donc tout ça pour montrer que ouais, l'export, ça s'anticipe. Là, ça s'anticipe sur l'aspect réglementaire, ça s'anticipe sur l'aspect marque, ça s'anticipe sur l'aspect droit des affaires, et en plus, ça s'anticipe là sur le choix du partenaire. Le choix du partenaire, et ça, c'est peut-être un des premiers aspects, un des premiers écueils, parmi d'autres, il y en a beaucoup, mais qu'on peut évoquer, c'est le choix du bon partenaire est vraiment crucial. Parce que dans ce cas de figure, en fait, la boîte, elle a perdu quand même un certain temps.
Et elle a perdu un certain Pas nombre mal d'argent aussi, je aussi. crois. Exactement. Donc voilà, le choix du partenaire, c'est très important. Je répète, anticiper, enfin, c'est classique que j'ai dit, mais c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que vous, start-up, en fait, on se rend compte que, en fait, vos contraintes, elles sont les mêmes que les TPE, les PME qui exportent en France, mais elles sont à un niveau plus important. Je m'explique. L'export, souvent, en fait, le marché français a cette particularité qu'il n'est pas trop petit. Par exemple, une start-up israélienne, par définition, quand elle se lance, son marché, ce n'est pas Israël, c'est le monde. En France, le marché, il est quand même suffisamment grand pour qu'on puisse y jouer un petit peu, mais aussi qu'on s'y perde, notamment quand une start-up. Donc, quand on bascule à l'international est vachement important. Et nous, ce dont on se rend compte, c'est que les entreprises, notamment les primo-exportateurs qui font appel à nous, ils viennent souvent avec un petit historique à l'international, parce que, comme je dis, ce n'est pas l'export qui vient vers elles. Pardon, c'est l'export qui vient vers elles, et ce n'est pas l'export, c'est pas elles qui vont vers l'export. Classiquement, tiens, on a accompagné une boîte là qui s'appelle GetFluence, qui est une place de marché qui met en relation des annonceurs avec des éditeurs de contenu. En fait, cette boîte, elle avait déjà un petit courant d'affaires parce que ses clients français lui ont demandé d'aller à l'international avec elle, de la suivre. On a aussi beaucoup de boîtes en fait qui ont abordé l'international de manière indirecte parce qu'ils ont fait un salon en France et qu'ils ont rencontré un contact étranger. Et ils ont dit OK, bingo, on attaque. Ou tout simplement parce qu'ils commencent à avoir une certaine visibilité, une certaine traction, et donc ils ont des demandes entrantes qui arrivent d'opérateurs étrangers. Et là, ils se disent comment on travaille. Donc, ils apprennent en marchant. C'est tout à fait possible, mais si on peut anticiper, c'est bien mieux parce qu'on évite certains écueils. Alors, nous, ce constat, on se rend compte que préparer des boîtes, notamment des startups à l'international, ça ne marche pas, en fait. Parce que vous, start-upers, en fait, à l'image aussi de TPE-PME, mais plus encore pour vous, en fait, vous n'avez pas le temps. Anticiper, préparer, ce n'est pas dans la culture. Non, c'est des petites équipes où généralement on fait beaucoup de choses en même temps, donc on ne peut pas se préparer. Et nous, partant de ce principe, en fait, on ne fait plus trop de préparation en amont. En fait, ce qu'on fait, c'est beaucoup de coaching. Lorsque les entreprises viennent avec nous à l'étranger, en fait, on les coach. On package le coaching avec nos opérations. Donc, par exemple, sur un programme un peu emblématique qu'on appelle un programme Impact, qui est déployé vraiment dans différents pays, des grands marchés comme les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, le Japon, le UK. En fait, on fait des sessions de coaching sur 2, 3, 4 mois avant vraiment l'opération sensu stricto où la boîte va chercher ses clients sur place. Les sessions de coaching, par exemple, sur l'Allemagne, c'est une vingtaine de sessions d'1 heure sur des thématiques qui sont le sales, qui sont le marketing, qui sont le commercial, pardon, qui sont la communication, qui sont le legal, qui sont le RH parce que c'est important, et qui sont aussi le fundraising, entre autres. Et aussi beaucoup de mentorat. C'est vraiment important, le mentorat. Donc vraiment, coaching, mentorat, on le package au sein de nos opérations, même si vraiment on vous engage à vous préparer en amont. Il y a quelques écueils assez classiques qu'il faut avoir en tête, et ça vous permet vraiment d'anticiper et d'éviter ces problèmes-là. Donc, si vous voulez, on pourra parler de certains écueils un petit peu plus tard. J'en ai cité quelques-uns, là, le réglementaire. Il y en a beaucoup d'autres. Très bien. Si je résume, on n'est pas très habitué culturellement à aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Finalement, dans les affaires, dans le business, culturellement, c'est un peu plus compliqué, non? Oui, non, mais très clairement, et ça s'explique. Hein. Il y a quelqu'un qui dit il faut mettre l'ADN de l'international dès le départ dans votre entreprise. Il a raison, je crois. Il a raison parce que tout s'anticipe. Quand vous créez votre site internet, mettez-le en anglais de suite. Voilà. Je vais vous citer un autre exemple parce que ce matin, je préparais un passage là, que je vais faire demain au salon à Toulouse, le salon de la robotique agricole. Il y a une boîte qui est dans l'écosystème occitan qui est très forte en robotique agricole. C'est une start-up qui s'appelle Nayo Technologies. Ils font des robots agricoles essentiellement pour des boîtes, des producteurs horticoles. Donc, c'est des robots de désherbage qui passent entre les rangs de poireaux, de carottes, de salades. En fait, je crois qu'ils ont 10 ans d'expérience de vie maintenant. Et nous, on les avait rencontrés au bout de 3-4 ans. Ils étaient venus nous voir parce que même si ces produits n'étaient pas encore totalement finalisés, en fait, ils avaient dans leur ADN l'international. Ils savaient que leur marché, ce n'était pas la France, c'était le monde. Et notamment, c'était des gros marchés de robotique agricole. Et les gros marchés de robotique agricole, c'est là où il y a de la grosse production agricole et où le manpower est cher. Donc, ça va être le Japon, ça va être l'Amérique du
nord, ça va être l'Allemagne. Ils étaient venus nous voir assez rapidement pour bosser sur les states. J'en parle librement parce que c'est public, sinon on est tenu à un devoir de confidentialité. Et en fait, ils venaient voir ce qui se faisait sur place. Ils venaient voir, ils nous avaient mandaté aussi pour essayer de leur trouver des early adopters. Et surtout pour eux, c'était un vrai challenge en termes de définition du modèle économique. En fait, ils allaient plutôt, leur modèle économique initial, c'était plutôt de la vente de robots, avec un petit peu de formation autour. Et en fait, ils se sont rapidement rendus compte, et c'était un des vrais enjeux de la mission qu'on leur a proposée, que ce modèle économique-là, très certainement, ils ne pourraient pas le dupliquer. Il fallait qu'il change. Et notamment, c'est le pays de Taylor, les États-Unis, donc on segmente tout. Et ils se sont rendus compte que s'ils voulaient pénétrer les marchés, ce n'était pas en vendant notamment leurs robots qui sont de grande dimension et qui ont un certain coût d'achat, ce n'est pas de la vente de robots qu'ils devaient faire en termes de modèle économique. En fait, c'est de la prestation de service. C'est-à-dire vendre le passage du sur-robot dans des grands champs, et c'est eux qui le faisaient. Et vous comprenez que ce n'est pas la même mayonnaise, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas anticipé que le modèle économique, ce n'est pas de la vente de robots, du bien, je vous passe la parole juste après, mais c'est de la vente de prestations de services. Derrière, il faut avoir créé très certainement sa filiale sur place aux États-Unis. Il faut avoir du staff sur place pour passer les robots dans les champs de ces grands coopérateurs ou de ces grands industriels horticoles. Et puis aussi, en termes d'immobilisation de capital, ce n'est pas la même mayonnaise. Donc voilà, donc tout ça pour illustrer le fait que, ouais, ça s'anticipe. Ça s'anticipe, il faut bosser son pitch. Il faut bosser ses réseaux de distribution. Il faut être prêt à modifier son modèle économique, sa distribution. Il faut faire gaffe à ne pas se planter sur le premier contact. Et puis après, le dernier élément clé, moi je trouve, toutes les boîtes qui ont réussi, à un moment donné, ça a été dit, et le facteur humain. Il y a l'ambition et il y a le facteur humain. C'est du manpower, l'international. C'est de l'homme-jour. On va dire ça assez brutalement. Donc, ceux qui réussissent, c'est ceux qui, à un moment donné, dans leur organisation de boîte, mènent du manpower. Alors, la vraie question, on verra ça juste après, c'est quand est-ce qu'on met le curseur sur l'international, quand est-ce qu'on coche en fait toutes ces notions que je viens d'indiquer. Voilà, je finis là. Alors, au niveau du timing, Mathilde, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on poursuit encore sur cette table ronde? D'accord. OK. Alors, des sujets peut-être plus au niveau de la… À l'export pour les douanes, oui, tout à fait. Alors, voilà. Même question, du coup, pourquoi faire appel aux douanes pour partir à l'export et quels sont les écueils à éviter quand on décide de partir à l'international? Du coup, la présentation, la présentation que vous envoyez, c'est après ou c'est… Je ne sais pas du coup si on peut l'envoyer. Ou est-ce que vous voulez qu'on réponde déjà aux questions? Je ne sais pas, après c'est… Mon nom, oui. Oui, et le 5. Alors, peut-être que vous pourriez répondre d'abord à la question, voilà. Et puis ensuite, on va vous passer les slides, d'accord? Voilà, parce que, en général, la douane, c'est concret, il y a beaucoup de termes techniques. Alors, on a préféré faire une petite présentation quand même pour que ça soit plus parlant pour les entreprises. Si je peux me permettre, on peut reprendre la question? Oui. Si on a un petit peu… Alors, la question, c'est voilà, à quel moment on fait appel aux douanes pour partir à l'export et quels sont les écueils à éviter quand on souhaite partir à l'international? Très bien. Bon, en général, nous, on a effectivement, les entreprises viennent nous voir quand le prototype est conçu, c'est-à-dire que voilà, souvent elles ont participé également à des salons, notamment le CES à Las Vegas pour les startups, et elles reviennent avec potentiellement des clients des marchés. Donc, c'est là qu'elles viennent nous voir. Quand elles sont structurées et quand elles sont au courant que la partie douane fait partie du concept, parce que souvent, on avait commencé par faire un petit schéma de présentation et ça faisait souvent sourire les entreprises parce que on disait et la douane, on se met où, à quel moment on l'intègre dans le process. Donc c'est vrai que je rejoins également notre collègue de BPI, c'est-à-dire anticipation, c'est le mot qui revient dans toutes les administrations également. Donc la douane, l'anticipation, elle est d'autant plus importante parce qu'on parle de produits et de nomenclature douanière.
Donc déjà, la première chose, il faut connaître sa nomenclature douanière, d'où l'anticipation et d'où l'accompagnement qu'on peut proposer aux entreprises, c'est-à-dire les conseiller pour essayer de déterminer cette nomenclature douanière. Donc on en reparlera quand on va faire la petite présentation, mais du coup c'est très important à ce niveau-là d'anticiper sa nomenclature douanière parce que vous ne pourrez pas exporter le produit si vous ne connaissez pas cette nomenclature. C'est un peu la carte d'identité. C'est ça. Et après, ça ajoute d'autres fondamentaux. Nous, on parle d'un principe de fondamentaux douaniers à anticiper et à connaître. Donc, on y reviendra dans la présentation. Mais c'est vraiment, c'est vraiment sur ce point-là qu'on insiste beaucoup auprès des startups. Parce que souvent, ils viennent nous voir en disant « je suis prêt à l'export, mais je ne connais rien. Donc, comment je fais ?» Donc là, c'est un petit peu plus difficile quand on arrive à ce stade-là. Donc, il faut anticiper et ça fait partie de l'accompagnement qu'on peut apporter. Les écueils à éviter, oui, on revient un petit peu à cette non-préparation, c'est-à-dire que souvent on constate que les entreprises ne sont pas prêtes. Elles partent un peu bien faites. Voilà, elles sont un petit peu… donc ça, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Et il y a aussi tout l'aspect service après-vente aussi qui est souvent mal anticipé aussi. C'est-à-dire qu'elles vendent à l'export et souvent l'appareil tombe en panne. Il est réimporté pour réparation au niveau de la start-up. Et souvent, nous, on a beaucoup de questions à ce moment-là sur cette anticipation aussi de service après-vente qui n'est pas forcément prévu dans la feuille de route. Et c'est là que souvent les problèmes financiers se posent. Puisque les marchandises sont taxées au retour et les startups souvent ne comprennent pas. On nous appelle en disant mais l'appareil est en panne, moi on me l'a renvoyé pour réparation. Donc ça aussi on en parlera un petit peu sur la partie 4 sur cette anticipation au niveau du service après-vente. Vous voulez qu'on enchaîne sur notre présentation qui est déjà à l'image là. C'est prêt. Ça permettra d'illustrer, de continuer l'illustration. Donc on a souhaité nous présenter un petit focus sur l'export. Donc 4 points dans le sommaire, comment dédouaner ma marchandise, les fondamentaux douaniers, l'enjeu fiscal qui est lié à l'export contrôle système et le service après-vente, notamment avec le régime du perfectionnement actif réparation. Alors, donc je vais présenter rapidement la première partie. Donc, comment dédouaner ma marchandise? Donc, les préalables à l'importation ou à l'exportation. Donc, on a inclus l'importation, mais là, on va se focaliser sur l'exportation. Donc, la première chose, donc à gauche de l'écran, vous voyez, là, ça paraît un petit peu de façon floue, mais c'est un modèle de déclaration en douane. Donc, quand on exporte ou on importe une marchandise, la marchandise va être déclarée sur ce document, donc qui s'appelle un DAU, document administratif unique. Donc, c'est une déclaration en douane. Donc, la première chose pour pouvoir exporter, c'est de détenir un numéro EORI. Donc, le numéro EORI, en fait, c'est votre SIRET communautaire. Et donc, la demande, elle se fait sur un téléservice qui s'appelle Soprano. Donc, ce téléservice vous permettra de faire d'autres démarches, mais notamment pour pouvoir exporter, il faut détenir ce numéro EORI. Donc, en général, il est validé sous 24 heures et donc vous l'avez assez rapidement. Ensuite, il va falloir désigner la personne qui va établir la déclaration en douane, donc le document administratif unique, le DAU. Et c'est ce qu'on appelle communément le représentant en douane, le transitaire, le commissionnaire en douane. Donc, ce n'est pas vous directement qui allez établir ce document, c'est le représentant en douane. Donc, il faut déjà anticiper également cette démarche et vous mettre d'accord avec un représentant en douane qui va vous faire signer un mandat de représentation. Ensuite, il faudra connaître, ce que je disais tout à l'heure, la nomenclature douanière des produits que vous allez exporter, l'origine et la valeur. Donc, ces trois informations-là vont être repris également sur la déclaration en douane. Et ensuite, il va falloir déterminer si votre marchandise peut être soumise à des réglementations spécifiques. Alors, notamment dans le pays d'importation, parce qu'il y aura certaines démarches à anticiper également. Donc, on prend souvent l'exemple des normes, parce qu'il faut savoir que dans certains pays, il y a des normes qui s'appliquent. Donc, il faut être anticipé et avoir les bons documents, notamment ce qu'on appelle une déclaration de conformité ou des rapports d'analyse à effectuer avant d'exporter vers ce pays-là.
Donc, au niveau des formalités d'exportation, donc le représentant douane donc, va rédiger cette déclaration en douane sur la base des consignes de dédouanement. Donc, c'est des documents que vous allez, des informations et des documents que vous allez communiquer à ce représentant en douane. Donc, notamment, déterminer sa nomenclature de produit, déterminer l'origine du produit. Vous devrez émettre une facture commerciale. Donc, là aussi, on a souvent des questions sur la facture commerciale. Quels sont les éléments que je dois reprendre sur une facture commerciale? Donc, tout ça, bon, on peut vous accompagner, sachant que la facture commerciale, c'est quand même plus les services fiscaux qui sont à la manœuvre. La liste de colisage, donc bien reprendre, lister tous les produits qui sont repris dans les colis. Vous pouvez également être concerné par une autre documentation qui va être exigible selon la nature de la marchandise, donc des certificats d'origine, préférentiels, non préférentiels, donc ça c'est en lien avec l'origine, des licences d'exportation, par exemple pour les biens à double usage, et une documentation relative aux normes, comme je citais tout à l'heure, une déclaration de conformité ou des rapports d'analyse. Voilà, donc je passe la parole pour la slide 2 à ma collègue qui va détailler un petit peu les 3 fondamentaux. Donc, on vous a dit que pour faire cette déclaration en douane à l'exportation ou à l'importation, il faut maîtriser les 3 fondamentaux douaniers. C'est un peu ce que nous, on appelle la construction de votre maison douane. Le premier des fondamentaux, c'est vraiment le socle de cette maison douane, c'est l'espèce tarifaire, c'est-à-dire la nomenclature de produits. Cette nomenclature de produits, finalement, c'est la désignation codifiée et harmonisée des marchandises qui est harmonisée au niveau mondial et elle va conditionner à l'importation le taux de taxation et les réglementations qui s'appliquent à votre marchandise. Par exemple, un ouvrage en matière plastique pourra se classer au chapitre 39 et aura la nomenclature 39, 26, 90, 97, 90, par exemple. C'est la position pour les autres ouvrages en matière plastique. L'harmonisation au niveau mondial concerne les 6 premiers chiffres, 39, 26, 90. Ça veut dire que les 4 derniers chiffres, en fait, seront déterminés dans le pays où sera importée la marchandise. Donc, par exemple, en Chine, ça sera une autre codification. Il n'y aura pas du 97-90 à la fin de cette nomenclature. Cette nomenclature de produits, comment vous pouvez la déterminer? En fait, vous pouvez accéder au téléservice Rita Encyclopédie sur le site douane.gouv.fr. Si vous ne parvenez pas à déterminer vous-même cette nomenclature, vous pouvez solliciter auprès de la douane une demande de renseignement tarifaire contraignant qui est une décision administrative qui engage la douane et votre entreprise sur la base sur une base déclarative que vous allez nous soumettre. Nous allons déterminer le classement de votre marchandise. Et donc, c'est contraignant pour vous parce que vous aurez l'obligation d'utiliser cette codification. Et c'est contraignant également pour la douane, puisqu'on ne pourra plus contester la nomenclature, puisque c'est nous qui l'avons déterminée. Donc ça, c'est le socle de votre maison douane. Ensuite, vous avez l'origine, qui, associée à la nomenclature de produits, va également permettre de déterminer les taux de taxation et d'autres réglementations qui peuvent s'appliquer. L'origine, on va essayer de faire simple parce que c'est vraiment un morceau très compliqué dans la réglementation douanière. Il y a 2 types d'origine. Tout d'abord, l'origine non préférentielle qui a un corpus juridique qui est le Code des douanes, les règlements délégués d'exécution de ce même Code des douanes de l'Union européenne. C'est la nationalité finalement économique de votre marchandise. Et cette origine non préférentielle, elle va être notamment utilisée pour la détermination du Made in France et pour les marquages d'origine. Donc ça, on rencontre énormément de startups qui veulent absolument mettre du Made in France sur leur fabrication et donc la réflexion va s'engager dans le cadre de l'origine non préférentielle.
Après, on a une autre origine qui est l'origine préférentielle. Là, le corpus juridique, ce n'est plus le Code des douanes de l'Union, ce sont les accords commerciaux que nous avons signés donc entre l'Union européenne et différents partenaires, comme tout à l'heure on a parlé du Japon, ou encore le dernier en date, le Royaume-Uni. Donc pour nous, l'origine préférentielle, c'est une origine bonus, c'est-à-dire qu'elle va vous donner des avantages. Elle va vous permettre, si votre produit a l'origine Union européenne, selon les règles de l'accord qui a été signé, ça va vous permettre à l'exportation de pouvoir faire bénéficier à votre partenaire à l'autre bout du monde, il ne paiera pas de droits de douane en fait, si votre produit a l'origine Union européenne. Donc dans les négociations commerciales, c'est intéressant, surtout quand vous allez vers des pays, par exemple, où vous avez des taxations très élevées, notamment sur certains produits au Maroc, c'est 40% de droits de douane. Donc si vous avez une exonération à 0%, c'est non négligeable dans la négociation, puisqu'en fait, votre partenaire marocain, souvent, vous demandera de faire un effort sur le prix parce qu'il va être fortement taxé. Donc, si déjà, vous arrivez avec la carte, vous ne paierez pas de droits de douane parce que dans le cadre des accords, moi, j'ai l'origine Union européenne, déjà, vous vous positionnez mieux aussi au niveau de la concurrence. Ensuite, à l'importation, cette origine préférentielle, elle va être intéressante dans le cadre de la fabrication de votre produit parce que si vous sourcez vos matières premières dans un pays qui est favorable au niveau de la taxation, vous aurez l'impact financier du coût de votre produit sera réduit. Donc ça, c'est aussi intéressant à l'importation de plutôt d'orienter son sourcing vers un pays partenaire. Et en fait, le dernier des fondamentaux, c'est la valeur en douane. C'est finalement ce qui arrive à la fin. La valeur, en fait, elle est en principe basée sur la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix payé pour avoir la marchandise. Et cette valeur, elle va être transactionnelle, elle va être minorée ou majorée de certains éléments. Ces éléments sont fixés par le Code des douanes de l'Union. À l'importation, la valeur en douane, elle va être déterminée pour calculer le montant des droits et taxes. Et à l'exportation, elle va servir essentiellement de valeur, pour la valeur statistique pour déterminer le chiffre du commerce extérieur. Un autre élément qui est important dans le cadre de la valeur en douane, c'est le choix de l'incoterm. Bien souvent, nous, quand on rencontre les startups, on se rend compte qu'ils ont négligé la préparation des incoterms. Et souvent, on va dire dans la majorité des cas, ils veulent vendre ex-work. Donc ça, c'est un incoterm qui est à bannir à l'international, vraiment, quand on veut se lancer à l'export, parce qu'on ne maîtrise pas du tout les formalités export. Et si à court terme, c'est un incoterm qui peut être intéressant, hein, financièrement parlant, à long terme, il y a des coûts qui sont peut-être pas des coûts financiers immédiats, mais qui sont non négligeables et qui peuvent mettre en difficulté l'entreprise. Voilà, donc ces incoterms, ils vont déterminer notamment les obligations du vendeur, de l'acheteur, et notamment quelle est la personne qui va faire les formalités en douane. Donc voilà, ça, ce sont les bases de votre maison douane qu'il faut anticiper vraiment avant de se lancer à l'international. Donc, on voulait aussi revenir sur le point 3 concernant un système de contrôle des déclarations d'exportation, donc qui est pour vous un enjeu fiscal, d'où la nécessité, comme le disait ma collègue, de bien déterminer l'incoterm avec les clients, incoterm, qui va permettre en fait de mettre les responsabilités, de déterminer les responsabilités du vendeur et de l'acheteur, et de faire en fait le passage de la propriété. Si vous voulez, à un moment donné, on va vous dire où est-ce que la propriété, la cession de propriété se fait. Donc le mieux, c'est quand même effectivement de le faire à la frontière française, hein, franco-française, au départ, quand la marchandise est exportée. Donc le fonctionnement de l'ECS, c'est rapide.
en fait, sur la déclaration en douane, une fois que la déclaration en douane est déposée par le transitaire, par le représentant en douane, il y a un document d'accompagnement qui s'appelle l'EAD. Donc là, c'est un petit peu technique, donc on va pas s'attarder sur les sigles, qui va en fait être édité par le représentant en douane et qui en général est remis au livreur, au chauffeur, qui va acheminer le colis ou les marchandises jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union européenne. Donc, une fois que cet exemplaire EAD est remis au transporteur, quand la marchandise arrive sur la plateforme logistique, donc soit l'aéroport, soit le port, en fonction du moyen de transport qui est utilisé pour exporter le produit, le responsable va notifier cet EAD, cet ECS, qui va en fait prouver que la marchandise a bien été exportée. Donc, ça va prouver que la marchandise a bien quitté le territoire de l'Union européenne et ça va permettre à l'entreprise de récupérer du coup son justificatif fiscal et de dire que la facture, elle est bien conforme, elle a été émise en hors taxe parce que effectivement la marchandise a quitté le territoire de l'Union européenne. Donc ça, c'est très important. Donc, il faut récupérer la déclaration en douane et vérifier avec le transitaire si le CS a bien été notifié dans le système. S'il y a un manquement, alors vous pouvez vérifier du coup sur le téléservice OBET, donc c'est un téléservice que vous avez également sur le site de la douane. En tapant votre numéro de déclaration en douane, vous allez pouvoir vérifier le statut de l'ECS. Donc, si vous vous retrouvez avec marqué ECS sorti, ça va justifier de bien fondé de l'exportation. Donc, du coup, il n'y aura pas de problème. La vente hors taxe sera justifiée. Si vous vous retrouvez avec une mention ECS en cours de sortie, là, ça va signifier qu'il y a un manquement, du coup, qui a été fait. En général, c'est le transitaire qui a oublié de notifier l'ECS. Et donc, potentiellement, en cas de contrôle, vous allez être redevable de la TVA française parce que vous n'allez pas pouvoir prouver que la marchandise a été exportée correctement. Donc, souvent, c'est juste un manquement dans les obligations déclaratives, mais voilà, il va falloir que vous pourrez apporter des preuves alternatives, mais ça pourra vous compliquer un petit peu l'existence. Donc, il est préférable de vérifier déjà comment la marchandise a été exportée et de vérifier sur le téléservice OBET le statut de la déclaration en douane. Donc ça, c'est juste un petit conseil qu'on vous donne, parce que la plupart du temps, les entreprises nous disent « mais je n'ai pas mon justificatif d'exportation, j'ai eu un contrôle fiscal, on me demande de payer la TVA ». Donc voilà, ça arrive régulièrement. Donc on a voulu vous faire un petit focus sur cette particularité. Et je repasse la parole pour le dernier point. Donc, on accélère un petit peu. Alors, en dernier point, on souhaitait vous parler du régime du perfectionnement actif qui va vous permettre, donc qui est soumis à autorisation et qui va vous permettre de gérer tout votre SAV. Puisque ça, c'est vraiment aussi un écueil auquel on est confronté régulièrement. C'est-à-dire, vous avez exporté une marchandise, la marchandise tombe en panne, votre client vous la renvoie. Eh bien, en fait, une fois qu'elle a été exportée, il faut savoir qu'une marchandise perd son caractère communautaire. Donc, si elle revient, vous devrez payer de nouveau des droits de douane, de la TVA sur cette marchandise. Donc, le régime du perfectionnement actif vous permettra d'importer en suspension de droits de douane, de TVA, de réparer et de réexporter. Donc ça, c'est quand même intéressant de mettre en place ce régime. Les prérequis, c'est évidemment déposer, avoir un numéro EORI, mais en général, vous l'avez déjà si vous avez déjà exporté. Il faut faire une demande d'autorisation pour utiliser ce régime, donc c'est sur le téléservice Soprano, et il faut mettre évidemment une garantie financière en place, parce que si on vous autorise à travailler en suspension de droits de douane et de TVA, ce n'est pas sans garantie. Donc, toutes ces formalités, en fait, elles seront à faire en partenariat, alors au départ avec nous, puis après avec le pôle gestion des procédures du bureau de douane compétent, qui va mettre en place les garanties et l'autorisation pour vous. Il faudra également choisir un représentant douane dédié qui va gérer cette autorisation, sachant que les expressistes type FedEx, UPS, etc., ne pratiquent pas les régimes particuliers. Donc, il faudra choisir des modalités de fonctionnement différentes.
Donc, la procédure, elle est simple. À l'importation, on fait une demande, une déclaration en douane de placement sous le régime. Et à l'exportation, on appelle ça une déclaration d'appurement. L'échange sera clôturé. Voilà pour le service après-vente. Juste pour, on ne l'a pas mis dans le déroulé d'intervention, mais pour les startups qui veulent se rendre au CES à Las Vegas, n'oubliez pas, vous pouvez bénéficier du carnet ATA qui vous permet de partir à l'international avec des formalités simplifiées. La demande se fait en ligne sur la plateforme de la Chambre de commerce. Voilà pour c'était assez condensé, mais pour tous les autres points, vous pouvez, bien sûr, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un mail. On a la possibilité de faire des visio Teams si on ne peut plus se déplacer. Voilà. Sinon, on se déplace éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et du coup, vous pouvez retrouver donc, tous les intervenants sur la plateforme French Tech Central. Vous pouvez prendre rendez-vous tout de suite pour assister à des rendez-vous de 11h30 à 13h. Je voulais simplement passer la parole à Anne, peut-être pour conclure, et remercier Vanessa, puisqu'on a des rendez-vous à partir de 11h30. Oui. La deuxième table ronde va bientôt commencer. Mais voilà, je voulais juste terminer. Alors, on repart en duplex avec Toulouse et Marseille. D'accord. Alors, nous avons là Anne Berlier qui est à l'antenne. Vous nous entendez, Anne? Je vous entends bien, depuis Montpellier. À vous la parole, Anne. Alors, j'ai l'écho, mais si vous m'entendez, ok, super. Moi, je voudrais revenir sur peut-être 4 points par rapport à ce qui a été dit, notamment sur les écueils. Bien évidemment, je peux que rejoindre déjà tous les propos, mais peut-être insister sur 4 points qui sont un petit peu issus de nos retours d'expérience. Le premier, c'est vraiment de bien se dire, en partant à l'export sur une entreprise jeune ou moins jeune, mais qui est sur un volet innovation, d'être déjà sûr de ce qu'on appelle le TRL, donc le Technology Readiness Level. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit un petit peu au quotidien, des entreprises qui partent avec des objectifs à l'export d'emblée très business, très développement, et sur lequel le niveau de techno n'est pas suffisamment encore mature pour aller se confronter à un certain nombre de marchés. C'est dangereux pour l'entreprise, à la fois technologiquement parlant. Donc là, les collègues de l'INPI ont quand même bien insisté sur un certain nombre de sujets, mais dangereux également commercialement parlant par rapport à une entreprise et qui du coup va se retrouver un petit peu décrédibilisée par rapport à un certain nombre de cibles. Donc ça, oui, à inscrire votre volonté, votre dimension internationale dès le départ et dès la genèse de votre entreprise, surtout dans vos domaines d'activité, mais prudence sur le moment où vous allez déclencher ou la manière dont vous allez déclencher, et notamment les objectifs que vous allez vous fixer. Voilà, sécuriser un minimum la technologie, au-delà de la protection qui est bien évidemment une évidence, mais au niveau également de sa stabilité. Ça ne veut pas dire de ne pas faire quelques démarches à l'international, parce que vous pouvez aller vous nourrir de ce qui se passe sur les marchés, et nous on en voit régulièrement dans les CES, dans les Vivatech ou dans les missions export que l'on fait, un certain nombre d'entreprises où on va recalibrer les objectifs de mission pour vraiment les centrer sur une évaluation et potentiellement une étape de plus vers la stabilisation technologique de leurs solutions. Le deuxième point, c'est le modèle économique. Toujours bien garder en tête de comment vous allez gagner de l'argent. C'est vraiment important. On a quelques entreprises accompagnées qui ont complètement revu leur positionnement prix sur certains marchés.
Je pense notamment aux États-Unis, sur lesquels on a quand même une expérience et où là, on a fait tout un travail, notamment avec la Maison de New York, où une entreprise était partie sur un positionnement prix qui était, on va dire, modéré et qui, dans l'approche des États-Unis, a revu complètement son modèle économique et son approche et est passé sur un positionnement beaucoup plus haut de gamme qui correspondait derrière à une démarche et une approche du marché qui était beaucoup mieux calibrée et qui lui permettait de gagner de l'argent. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, comment vous allez gagner de l'argent? Et souvent, ça nécessite à des entreprises, et je pense aux plus jeunes startups, qui, des fois, revisitent même leur modèle économique sur le marché national après avoir confronté un petit peu toute leur logique et leur démarche dans une volonté plus internationale. Le troisième point, c'est la proposition de valeur. On confond souvent le discours technologique où vous êtes des cadors dans votre domaine et où on a vraiment rien à vous apprendre, bien au contraire là-dessus. Par contre, la proposition de valeur pour vos prospects ou vos clients potentiels qui, je l'ai déjà dit, sont parfois de l'univers de l'agro, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement. Quelle est réellement la proposition de valeur que vous allez leur faire? Ça marche au national, mais ça marche aussi à l'international et c'est des choses qu'il faut confronter à la réalité de l'organisation de chaque marché que vous allez viser. J'insiste, pas forcément chaque marché géographique, mais chaque marché également d'application. Donc ça, comment connaître déjà votre proposition de valeur et savoir l'exprimer, voilà, savoir la partager. Et en fait, le dernier point, le quatrième, mais qui n'est pas négligeable, c'est de ne pas négliger les impératifs en termes de mobilisation de ressources humaines et ressources financières. C'est vraiment important. On a des entreprises qui imaginent, voilà, peut-être pouvoir cibler les États-Unis en termes de développement commercial, pas en termes de développement, de veille et d'inspiration, mais de développement commercial avec 2-3 personnes dans les équipes et 5 000 € de budget. Non, ça ne va pas passer. J'ai en tête quelques exemples d'entreprises, dont une en particulier, où le chef d'entreprise a été obligé pendant quasiment un an d'être tous les mois sur New York pour justement commencer vraiment à structurer, à positionner sa boîte, à développer son approche qui était aussi dans cette logique de proposition de service plus que de proposition de briques technologiques ou de produits. Donc voilà, ne pas négliger la mobilisation des ressources, que ce soit en finance ou en ressources humaines. Si vous voulez un retour sur investissement financier, pertinent, commercial, ne le négligez pas. Alors, ça ne veut pas dire que l'international, il ne faut pas s'y pencher dès le départ, parce qu'il y a plein d'outils et d'actions qui sont à votre disposition pour justement mieux comprendre et mieux partir solide. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'actions, vous le verrez dans nos programmes qui vous sont proposés, qui sont des missions d'approche, des missions où dans les objectifs, on va se fixer avec vous des objectifs de veille, des objectifs de redéfinir un petit peu la proposition de valeur, le modèle éco, le discours, voilà, et où directement, et on a encore des entreprises qui participent avec nous en janvier dans un format plus visiteur du CES pour que justement, dans 12 mois, dans 18 mois, elles abordent avec au moins ces 4 clés qui me semblent assez fondamentales, bien verrouillées, donc le TRL, la mobilisation des ressources, la proposition de valeur et le modèle économique. Merci Anne. Donc, on a bien compris, il faut anticiper quand on veut partir à l'export, que ce soit au niveau du dépôt de la marque, au niveau du dépôt des brevets, au niveau de l'anticipation commerciale et aussi au niveau de tout ce qui est légal quand on veut faire partir un produit à l'international. Donc, on a entendu avec Vanessa de l'INPI, Anne Baraillé-Combe d'ADOC et donc Séverine Bouet des douanes et Philippe Écoute de Business France, à quel point c'est important d'anticiper quand on veut partir à l'international. Je vous remercie tous les 4 de nous avoir expliqué aujourd'hui les écueils auxquels font face les startups quand elles partent à l'international. Vous avez un site Team Export France qui vous permet de voir un petit peu tous les acteurs qui peuvent vous accompagner à l'export.
Et si vous ne les trouvez pas, ils sont tous présents sur le site lafrenchtechmed.com, rubrique French Tech Centrale, où je vous invite à créer un compte pour prendre rendez-vous avec eux, puisque les rendez-vous, c'est tout à l'heure, de 11h30 à 13h. Et s'il n'y a plus de place pour vous aujourd'hui, chacun proposeront des permanences plusieurs fois par mois, une fois par mois, de manière régulière. Je vous rappelle les 17 acteurs publics qui sont présents aujourd'hui. Donc, on a l'ADEME, ADOC, Banque de France, BPI France, Business France, CCI Euro, Derby, les douanes, DDETS, EIF, INPI, OPCO Atlas, Région Occitanie, URSAF. Et on a aussi CEATEC, IFPEN et IFREMER qui sont là et qui vont nous parler de comment co-développer l'innovation avec eux. Et je vais laisser la parole à Alexandra. Très bien. Je ferai juste une petite aparté sur les noms des sites Internet. Peut-être sur cette… peut-être reciter les sites Internet. Je crois que pour le… C'était pas tout à fait ça pour Business. Oui, le site qui consolide l'ensemble des offres des opérateurs publics et des meilleures solutions du privé, c'est teamfrance-export.fr. Voilà. Vous avez des MOOC, vous avez des fiches de synthèse sur tout ce qu'on a dit, vous avez les solutions en face de vos besoins et en face des solutions, vous pouvez contacter Quid les douanes, Quid ADOC, Quid Business France CCI, Quid un responsable logistique, une société, un transitaire, enfin voilà. Très bien. Et vous voulez nous rappeler votre site Internet? Comment? La place de marché de l'export. Voilà. Alors, nous, c'est le site douane.gouv.fr et vous avez un onglet professionnel avec toutes les fiches techniques, pareil, par thématique. Tout est expliqué en détail et les coordonnées des cellules conseils aux entreprises également, des pôles action économique. Vous pouvez retrouver nos coordonnées dessus également.